La première fois que j'ai rendu visite à Marie-Flora chez elle à Bastia, elle m'a lu ces mots dits par son fils Xavier alors âgé de 5 ans. Je n'aime pas que tu m'adoptes. Je n'aime pas que tu m'abandonnes. Je n'aime pas que tu m'oublies, parce que moi, je t'adore. Je les ai trouvés d'une grande force, car ils disent l'essentiel concernant la formidable aventure humaine qu'est l'adoption, la force de l'amour et le terrifiant traumatisme de l'abandon. Voilà plusieurs années que l'envie me taraude de travailler sur ce thème passionnant. Un thème qui questionne, fascine, attendrit et suscite la curiosité d'une société qui peine à appréhender le sens de cette filiation. Alors, essayer de comprendre, ce fut d'abord lire, beaucoup, m'imprégner de témoignages et aller à la rencontre de celles et ceux qui ont connu ce fort désir de construire une famille et qui ont vécu l'aventure de l'adoption. Mais aussi écouter ces adultes et enfants, adoptés ici ou ailleurs, et qui ont débuté leur vie avec la terrible blessure infligée par l'abandon. Parler avec eux de cette incroyable rencontre, de cette vie construite ensemble, de ce chemin peuplé de questions et de réponses, mais aussi de questions sans réponse. Essayer de comprendre cette histoire qui débute un beau jour après avoir cheminé et cheminé entre paperasse, entretien et dossier, après avoir convaincu que oui, on est à la hauteur, après avoir passé des heures, des mois et parfois des années à espérer et à rêver, un beau jour enfin, ce fichu téléphone sonne. J'avais complètement lâché cette histoire d'un jour recevoir un coup de fil. Ça y est, pour moi, c'était acté, c'était terminé. J'étais dans d'autres démarches, je me projetais sur autre chose. On était en train de travailler sur un départ à Tahiti pour aller adopter là-bas. Et ce jour-là, on est chez le veto pour le chien. Mon téléphone sonne, je réponds. Et là, Madame Pasqualade, j'ai dit, l'assistante sociale, est-ce qu'on peut parler? Et effectivement, là, c'est l'annonce. Et l'annonce, c'est ni brutal, ni surprenant. Je sais pas, c'est un vide. J'ai même pas demandé si c'était un garçon ou une fille. Rien, tellement j'étais... Elle me disait, mais vous voulez pas savoir ce que c'est? Ah oui, moi je rêvais d'un garçon. Donc quand elle m'a dit c'est un garçon, c'était juste parfait. Et voilà, et après, il a fallu que j'annonce au papa, puisqu'on était tous les deux chez le vétérinaire. Il a fallu que j'annonce au papa. Et on était en moto. Donc on va sur le parking, on rejoint le parking, on met les casques, on allait partir. Et je lui dis, tu sais que c'est un scoop de folie, quoi, ce coup de fil. C'est un truc de dingue. Et là, il me dit, bon, allez, on avait les casques, hein, tu vois, il me dit, bon, allez, vas-y, allez, dis, c'est quoi? Et là, je lui dis, on va avoir un bébé. C'était l'assistante sociale pour nous dire qu'on avait un bébé. Là, pareil, c'est le silence total. Donc, il me regarde, avec le casque sur la tête. Il commence à pleurer, mais à pleurer. Et là, on remonte sur la moto, pas un mot, rien. On monte sur la moto, on s'en va. De tout le trajet, il me disait... Et je recevais les larmes. Je recevais les larmes derrière.
Et tout le trajet, et toute la soirée, il me disait mais tu es sûr, mais tu es sûr, mais tu es sûr. Voilà. Et ça n'a été que ça. Suite à ce coup de fil, on est convoqué le lendemain chez les assistantes sociales, dans le bureau. Et là, elle nous explique tout le déroulement. Il est donc dans une famille d'accueil, ils ne nous disent pas où. Ils nous expliquent que l'enfant, où on va le voir nous, où il nous l'emmène, où la famille d'accueil nous l'emmène. Donc, tu penses bien qu'on s'est dit, on a dit, non mais on va y aller nous, hors de question qu'il bouge. Donc, on allait aller le voir le surlendemain. Et elle nous explique que c'est un petit garçon en bonne santé, enfin voilà, c'était toutes les explications, tout le déroulement. Et elle nous donne 3-4 photos, elle nous le montre, on le voit qu'en photo. Le deuxième jour, voilà, quand on a ce rendez-vous, uniquement des photos. Tout ça, on prend une de photos. Elle nous dit, choisissez-en une. Il la prend, il la met dans sa poche, je ne l'ai plus jamais revue. La photo, il l'a gardée dans sa poche jusqu'à ce qu'on ait le gosse. Il l'a montré à tout le monde, sauf voilà, dans sa poche. Voilà, il ne bougeait pas. Et on part, mais c'est très protocolaire, c'est très réglementé. Hein. On part le lendemain, on a rendez-vous, on devait le voir 1 heure. On suit l'assistante sociale en voiture, on ne savait même pas où on allait. Et je rentre dans cette maison. Et là, ça a été le... Il y a cette femme qui arrive, cette dame qui arrive avec le bébé. Et c'est là, elle me dit... Elle me parle pas à moi. Elle a l'enfant, elle a ce bébé. Et elle lui dit, va avec ta maman. Ta maman est là. Voilà. Et ça a été les paroles, les plus belles paroles que j'ai... je sais pas. J'attendais rien d'autre, tu vois. Voilà, désolée. J'attendais rien d'autre que... Je sais pas ce qu'elle aurait pu dire d'autre, mais enfin, elle a eu juste les paroles qu'il fallait. Et on a passé 1 heure. 1 heure. Pendant 1 heure, je l'ai gardé au bras, mais c'est tout. Il y a la famille d'accueil, ils te laissent même pas seul avec, quoi. Il y a l'assistante sociale, il y a... Et ensuite, voilà, ensuite on est rentré. Quand après, on l'a dit à nos proches, quand je l'ai dit à mes amis, et les gens m'ont dit, tu n'as pas dû dormir la première nuit. Tu n'as pas dormi de la nuit. Ça faisait 7 ans, depuis la mort de ma fille, je ne dormais pas. Et là, j'ai dormi. J'ai passé une nuit paisible. On prend le temps qu'il faut pour aller le voir, on procède par étapes, on y va une demi-journée, je lui donne le biberon, je lui donne son bain. C'est nous qui décidons un petit peu quand on est prêt pour le ramener à la maison. Au bout de, je crois, 3 ou 4 jours, on a dit c'est bon. On a suffisamment attendu, voilà, c'est bon. Ce sentiment de... C'est pas tant d'être mère, mais qu'il est vraiment à toi. Voilà, c'est plus ça, moi, que j'ai ressenti, que c'est vraiment le tien. Ça, tu l'as, ça, c'est vite. C'est tellement vite que tu oublies que tu l'as pas porté. Tu l'oublies très vite. Les 9 mois qui ont suivi l'arrivée du petit à la maison, jusqu'à ce qu'on passe devant le juge en adoption plénière, tout ce temps, on se dit qu'il est... Voilà, c'est pas qu'il n'est pas encore à nous, mais voilà, il y a encore quelque chose qui nous retient, quoi. Passer tout ça, toute cette tension-là, ma préoccupation, moi, c'était il va falloir lui en parler. Il va falloir lui dire quand, comment, et c'était quand. 1 an, 2 ans, 3 ans, je savais pas. Alors même si... Ce que je disais tout à l'heure, c'est tellement le tien, quand tu l'as, c'est tellement le tien, il y a ce sentiment de dire non, mais il faut pas lui dire. C'est le nôtre et on ne lui dit pas. Mais bon, quel dégât on fera de ne pas dire la vérité, j'aurais été incapable de les mesurer. Et, voilà, et de toute façon, j'avais pas fait tout ça. On n'avait pas fait tout ça pour lui cacher des choses et qui grandissent et qui se construisent dans le mensonge. Ça, c'était impensable. Ah, Yarit, Do, ré, mi, do, ré, do, mi, do. allez, cuit, hein. 4 temps. Do. Je sais pas s'il sentait que ça me pesait ou...
Mais quand on en a parlé, beaucoup de choses ont changé. Il a 3 ans. Il vient me rejoindre dans le lit. C'est lui qui me dit comment j'étais dans ton ventre. Et là, je me dis, si c'est pas maintenant, c'est jamais. Je lui ai dit, voli noscia tua storia? Et il me dit oui. Et je lui ai tout raconté, que je pouvais plus porter d'enfant. C'est pour ça qu'on avait fait une demande d'adoption. Et que lui, il avait été porté par une autre dame, qu'il ne pouvait pas le garder. Allez. La noire, qu'on tout aime. Tout ce temps où je racontais ce moment-là, il avait un visage tendu, les sourcils froncés, les traits tirés, il serrait ses doudous. Je l'avais jamais vu comme ça. Et plus je parlais, et plus il se renfermait. Je ne comprenais pas jusqu'où je pouvais aller, jusqu'au moment où je lui ai dit « Mais cette dame, effectivement, c'est vrai qu'elle ne pouvait pas te garder. Elle avait sûrement des raisons. Mais moi, elle m'a fait le plus beau cadeau de ma vie. Et le jour où j'ai reçu ce coup de fil, ça a été le plus beau jour de ma vie. » Et là, incroyable, comme si tu ouvrais une fenêtre, que le soleil entrait, son visage, il s'est métamorphosé. Il a changé, il s'est transformé, il s'est mis à sourire. Il m'a pris dans ses bras, on s'est serré, et voilà, et il s'est détendu. Et là, je lui ai dit, quand tu veux, quand tu as besoin, on en parle. Tu demandes à papa, tu me demandes à moi, tu poses les questions que tu veux. Il n'y a rien qui sera caché. On parle de ce que tu veux, quand tu veux. Ecco, perché la conosci tutti. No. Hai cantato? Sì. Ouais? Allez, un peu. Maman. Oh! Era bene? Aia. Ah ouais? Allez, mettati bene una seconda perché io non devo andare. Ah? Et à Dianda, Sport. Je vais savoir ce que je fais comme sport. Ouais. Je sais que j'ai été adoptée. Je sais mon histoire. Je sais plein de choses. M'allonge par terre, en sautant. Je me posais tout le temps cette question. Pourquoi ils m'ont adoptée? Si ça les rendait heureux ou pas heureux. Maintenant, je connais la réponse. Et c'est bien de connaître la réponse. Ça me fait beaucoup de bien. D'heureux avoir un enfant, c'est bien. Ça le rend très heureux. Je me pose des questions. Qui m'a mis à la vie? Je voudrais bien la connaître aussi. Quand je connaîtrai mes parents, je serai bien heureux. Et mes parents aussi, de connaître ceux qui m'ont mis au monde. Je me pose tous les jours que je suis différente des autres et que tout le monde n'est pas comme moi, tous ceux que je connais. C'est juste que j'ai été adoptée que c'est la différence. C'est ça la différence entre les autres et moi. J'ai besoin de le dire, comme ça, il y a des gens qui savent que j'ai été adoptée, ils n'en savent plus sur moi. C'est bien qu'ils le sachent parce qu'ils ne savaient pas. Et il y en a plein de personnes qui ne connaissent pas l'adoption. Du coup, j'explique qu'est-ce que c'est, comment ça se fait. Je trouve qu'elle est belle, mon histoire.
Quand on a parlé de faire une émission sur l'adoption, j'ai dit pourquoi tu la ferais? Ben, comme ça, je vais expliquer ce que c'est. Je vais expliquer un petit peu, ça va dérouler comme ça. Et puis on va faire une journée de tournage à l'école, quand vous faites votre cercle de parole. Et j'ai dit, mais si tu n'as pas envie de parler, tu parleras pas. C'est Madame Souzine, c'est l'institutrice qui va mener le... Et il me dit, qu'est-ce qu'elle comprend, Madame Souzine, à l'adoption? Donc, oui, j'ai dit, ben, oui, effectivement. Il me dit, je vais parler moi, c'est mieux. Allora, oggi ho idee, siamo tutti qui di appena particolare perché abbiamo da una stonda per sperte qualcosa qui camera di maestra. D'accordo? Qualcosa che volete contare. Si on a envie de raconter quelque chose à ses camarades, ben aujourd'hui on va en profiter. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un veut raconter quelque chose, partager quelque chose avec nous aujourd'hui? Qui veut prendre la parole? Allez, Marc-André, on t'écoute. En 2022, je suis partie en vacances en Égypte. J'ai été voir le temple d'Abou Simbel, les pyramides et aussi j'ai visité un temple qui était en couleur et il y avait encore les couleurs. Oh, magnifique. Hein? Allez, qualche sia d'altro? Qual è chi vuole più parola? Capucine? Qu'est-ce que tu veux nous raconter, Capucine? Bah, moi, en fait, en début 2023, j'étais allée en Laponie, on avait fait du chien de traîneau. Après, on avait fait un tour de Rennes. On avait marché avec les raquettes sur la neige. On avait fait des bonhommes de neige. Allez, Andrea. Andrea veut nous raconter quelque chose d'important. Allez, on l'écoute. Ma mère, elle m'avait dit que mon père, il allait être marié avec ma mère. Et que bientôt, elle va avoir un bébé. Ah ouais? Et alors, ça t'a fait plaisir? Oui. Beaucoup? Oui. C'était une surprise? Oui. Ah, très bien. Alors, qui a quelque chose à raconter? Ah, allez, on écoute. Ben, le plus beau jour de ma vie, c'était la première fois que ma mère m'a pris dans ses bras. Mais elle t'a pris dans les bras dès que tu es née, non? Et non, elle m'a adoptée. Est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire? Oui. Oui? Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, Sante? Par exemple, une personne qui n'a pas pu faire naître un enfant ou qui a perdu son enfant. Si elle veut encore avoir un enfant, elle peut adopter. J'ai une question pour toi. Ta mère, elle t'a laissé à l'hôpital dès ta naissance ou elle t'a accouché, elle t'a gardé au moins jusqu'à 2 mois et après elle t'a laissé. Elle m'a laissé dès la naissance. C'est triste. Qu'est-ce que tu réponds, Andrea? Tu n'as pas l'air très triste, hein? Parce que pour moi, rien ne change. Pour toi, ta maman, c'est ta maman, ton papa, c'est ton papa. Stop, c'est ça que tu veux nous dire. Mes vrais parents, mais j'ai pas mes parents biologiques. Mais quand ta mère t'a abandonné, qu'est-ce que t'as ressenti? Je n'ai rien ressenti puisque je n'étais qu'un enfant. Et quand t'as vu tous ces gens, tu t'es dit quoi? Mais où tous ces gens? Quand t'as été abandonnée, moi je sais pas. Alors je n'ai pas été abandonnée, ils m'ont juste laissée à l'hôpital. Abandonnée, c'est une autre affaire. Comment t'as su que tu as été adoptée? C'est mes parents qui me l'ont dit. Ça t'a fait quelle émotion quand tu as appris que tu étais adoptée? Quand j'ai su que j'ai été adoptée, j'ai eu un peu de tristesse et aussi un peu de joie. Pourquoi de la joie? Parce que au moins on m'a pas laissé, tout seul. Mais la tristesse, c'est que je connais pas trop mes parents. Tes parents? Mes parents biologiques. Pas mes parents qui m'ont adoptée. C'est un peu le problème. Je ferai mes recherches à l'Égypte, hein. Peut-être qu'ils sont plus là. Lucie, il est né à Singapour. Qui est né autre part?
J'ai vu le jour le 19 novembre 1997 à Phu To, Nord-Vietnam. Ma maman a fait un long voyage pour venir à ma rencontre. Nous sommes très heureux de vous annoncer que ça y est, je suis là. Xavier Van Tien. J'arrive avec mon frère et mon petit paquet. Ma mère, qui a failli nous étouffer tous les deux, c'était déjà son petit-fils. Oh là là, il avait de la voix déjà, il pleurait beaucoup. Hein. Alors, il pleurait, mais quand je le prenais, il pleurait plus. Mes nièces, ma famille, mes amis, tout le monde était venu l'accueillir chez lui. Tout le monde l'attendait, c'était un beau moment. Ah, comme il était beau, mon Dieu. Mon bébé. Quand l'avion a décollé, je me suis dit, mon Dieu, mais cet enfant, je l'arrache à son pays. C'est vrai, je me suis dit ça. Je me suis dit, je l'arrache à son pays. Et je me suis posé cette question. Et je voulais pas... Moi, cet enfant, je voulais lui faire que du bien et je me suis posé cette question, c'est vrai. Et quand j'ai discuté avec des gens que j'étais allée voir, qui s'occupaient d'une association au Vietnam, etc., qui étaient contre, justement, l'adoption à cause de ça. C'est vrai qu'on est obligé de se poser cette question-là sur est-ce qu'on n'arrache pas cet enfant à son pays, à sa culture? Est-ce qu'on ne fait pas cette chose-là? Bon, quand on voit chez moi, le Vietnam, il est présent. Mon fils me dit, chaque fois que je vois une émission, arrête, chaque fois que tu vois le Vietnam, tu pleures. Bon, c'est vrai, je regarde les émissions sur le Vietnam, j'ai jamais voulu le couper, je lui ai toujours dit que, voilà, que c'était que... le Vietnam, c'est mon pays aussi. Moi, quand j'ai adopté mon fils, j'ai adopté son pays. Moi, je suis corse, mais j'ai un bout de moi qui est vietnamienne. Voilà, j'ai les yeux un peu bridés d'ailleurs. Donc... ça peut se comprendre. Peut-être que... Bon, bref. Donc, c'est vrai que c'est compliqué et j'espérais, au fond de moi, mais c'est son histoire, mais j'espérais qu'un jour, il ait envie de retrouver son pays. Les premières années de vie, même si ce sont des années de vie de n'importe quel enfant, nous, parents d'un enfant adoptant, on a toujours dans la tête que ces enfants ont quand même vécu un séisme à leur arrivée dans ce monde. C'est-à-dire que leurs parents les ont abandonnés, confiés, appelons ça comme on veut, mais en tout cas, il y a eu un acte d'abandon qui pour eux est une violence. Les questions, en fait, elles ont été au fur et à mesure de sa vie. Forcément, il y a la différence. On se promène à Bastia. J'ai eu plein de fois des gens. Qu'est-ce qu'il est beau, le petit Chinois. Le petit Chinois, un jour, il en a eu tellement marre qu'il leur a tiré la langue. Voilà. Parce que ces gens ne se rendent pas compte que c'est toujours mettre le doigt sur la différence. Il se mettait devant la glace et puis il s'enlevait ses yeux bridés, quoi. Il en avait marre de cette différence. Le fait de ne pas avoir de papa qui se rajoute aussi. Voilà. On pose des questions tout le temps. Donc lui, il y a des gens, des fois, on parle d'annonce. Moi, j'ai pas parlé, il n'y a pas eu d'annonce. Il a toujours su qu'il avait été adopté, qu'il était dans mon cœur et pas dans mon ventre, que je l'ai attendu, que je l'ai aimé à la première seconde où j'ai vu sa photo. Voilà. Mais les questions, elles sont venues plus à l'adolescence. En fait, avant les questions, il y a eu une sorte de colère que j'ai sentie en lui, de rébellion. Il était en colère. Et il disait qu'il était en colère, mais il n'exprimait pas la raison de sa colère.
Il ne le savait pas. Donc moi, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire que la raison de sa colère, elle était au départ de sa vie. J'avais reçu un courrier de sa famille biologique lorsqu'il était plus petit, il avait 11 ans, en me disant on est très content d'avoir reçu les photos et qu'ils auraient voulu avoir un lien avec l'enfant. Donc je me suis beaucoup interrogée, j'en ai parlé avec ma famille. Je lui ai jamais rien caché à Xavier, mais cette fois je lui ai caché ça. Je lui ai caché cette lettre. Il n'était pas à l'origine de cette demande et je ne voulais pas devancer la demande. Je ne voulais pas le perturber. Et un jour il m'a dit... de toute façon, moi, je sais que j'ai été abandonnée comme une vieille chaussette. J'ai été jetée, je ne sais plus de son terme, je crois que c'était abandonnée. Je lui ai dit, bien non, donc il faut que je te révèle quelque chose. C'est lorsqu'il devait avoir 13 ans, je pense. Il faut que je te révèle quelque chose. Et je lui ai révélé ce courrier, je lui ai tout lu. Donc je me souviens, il était dans ma chambre, il était assis sur mon lit. Et il écoutait. Et j'ai lu tous les deux courriers. Et il m'a dit, j'ai dit, est-ce que tu comprends que j'ai pu te cacher quelque chose, que j'ai pu te cacher ça? Il m'a dit, oui maman, je comprends. Mais à l'origine, ne me cache plus jamais rien. Et en fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a découvert et qu'il a vraiment bouleversé, c'est que lui qui est fils unique, il avait des frères et sœurs. Et il a dit ça, je ne savais pas. Et ces questions ont commencé là, et se sont petit à petit devenues de plus en plus... C'était pas des questions, c'était une colère. Il a une adolescence compliquée, difficile. Il n'y a pas... Moi, enfin, quand on lit, quand on réfléchit à tout ça... On se dit, tiens, un jour, il va me dire, tu n'es pas ma mère. Voilà. Et il ne me l'a pas vraiment dit. Mais il m'a dit quand même un jour, Xavier qui me couvre de cadeaux, qui est très affectueux, etc. Et une année, il ne m'a pas souhaité la fête des mères. Il est resté enfermé dans sa chambre. Pour moi, ça a été dur. Mais en fait, bon, c'était un passage obligé. Mais lui, je pense que sa colère, elle n'était pas dirigée contre moi. Elle était, le pauvre, elle était dirigée contre lui souvent et contre tout, mais c'était sa façon de s'exprimer, cette souffrance. Mais voilà, et petit à petit, le chemin s'est fait petit à petit jusqu'à vraiment être à un moment donné en très grande souffrance et en déscolarisation, quoi. Et en se disant que bon, il le dira sûrement mieux que moi, hein, pourquoi il a décidé de partir. En fait, cette demande est arrivée à ce moment-là. Maman, je veux les voir. Je veux voir ma famille biologique, je veux les retrouver. Donc moi, qui me suis toujours dit qu'un jour ça arriverait, et que voilà, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. C'est quand tu veux, mais on a bien travaillé là-dessus, on a bien réfléchi parce que je voulais qu'ils sachent quand même qu'on allait dans un pays très pauvre, qu'on allait rencontrer des gens dans des conditions qui n'étaient pas nos conditions à nous, que c'était sûrement difficile, que c'était un parcours difficile. Hein. Donc, il a beaucoup réfléchi, on en a beaucoup parlé, et il en est arrivé à prendre cette décision de faire ce voyage. Alors, les gens me disaient, mais et s'il décide de rester là-bas? Je disais, mais c'est mon fils, je suis sa mère. C'est tellement évident pour moi, comme j'ai déjà dit, je ne me souviens pas de ne pas avoir accouché, c'est tellement évident pour moi, c'est mon fils. Il n'y avait aucune raison qu'il... Et puis, je ne me pas posé la question, s'il avait envie de rester au Vietnam, eh ben, il serait resté au Vietnam. Je veux dire, moi, c'est pas mon fils, c'est pas ma possession, c'est pas ma propriété, c'est mon fils. Je l'aime et je veux le meilleur pour lui. Et voilà. Et donc, je vais l'aider à avancer sur le chemin de la vie. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Vraiment, c'est un sentiment, très sincèrement, que je n'ai jamais... J'ai jamais ressenti la peur. Non. Pour moi, et je m'y attendais tellement... Et j'avais tellement envie, moi, de rencontrer ses parents biologiques, parce que malheureusement, ils ont dû faire ce choix. Mais moi, ce choix, il m'a apporté le plus grand bonheur de ma vie, même si c'était un choix qu'ils ont dû faire, qu'ils en ont souffert. Bon, donc il y a eu cette chose avec ces gens, avec cette maman notamment, qui était très fort. Comment je pouvais avoir peur de ça? Non. Non, et d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose de raisonné, hein, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est un sentiment. Donc je n'ai jamais eu une once de peur.
Lorsque Xavier a exprimé le désir de retrouver sa famille biologique, nous sommes mis en contact avec quelqu'un là-bas et qui a pris contact avec la famille biologique. Et ça, c'est les premières photos qu'on a eues. Alors là, on voit son père, son frère, qui sont dans leur maison. Donc ça, c'est la première photo qu'il a vue. Il ne connaissait pas sa famille. Voilà, ça, c'est son père avec son frère et la fille de son frère, donc sa nièce. Et le monsieur au milieu, c'est notre guide, interprète, celui qui a retrouvé la famille, qui n'était pas difficile à retrouver puisqu'on avait tout. Voilà, ça, c'est la maman qui a été photographiée plus loin parce qu'elle travaillait, elle n'était pas dans la maison ce jour-là. Donc, on voulait une photo, voilà. Ça, c'est les photos avant. Il a été très, très ému et très content en même temps parce qu'il a vu à qui il ressemblait. Voilà, et ça, c'était très, très important pour lui. Voilà, le fait de savoir à qui il ressemblait. Voilà. Nous partons au Vietnam. Nous arrivons à Hanoï, qui est une ville bouillonnante, avec des voitures qui vont dans tous les sens. Mais on s'y fait. Au bout de quelques jours, on s'y fait. Ça, c'est quand on arrive, là. Donc ça, c'est Xavier qui sourit, sa mère qui pleure. Et là, voilà, on voit que tout le monde l'entoure, tout le monde pleure, et lui ne pleure pas. Voilà, et ça, il a voulu à un moment être seul avec ses parents biologiques pour parler avec eux. Bon, la grand-mère a voulu assister. Voilà, là, c'est son frère. Donc, c'est une photo, c'est joyeuse. Donc, il a 3 frères et sœurs, et ça, c'est son frère, l'aîné. Et les petits enfants, c'est les neveux. Voilà, ça, c'est moi avec la maman. On voit que j'ai bien les yeux rouges, les yeux à pompons. On n'a pas arrêté de pleurer. Voilà, alors là, j'aime beaucoup cette photo, moi, parce que c'est Xavier avec sa mère biologique et moi. Voilà, sa maman adoptive et lui au milieu. Voilà, j'aime beaucoup. Et cette tenue que je porte là, c'est la maman qui la portait le matin. Et quand je suis arrivée, donc c'était la deuxième fois qu'on venait les voir, là, puisqu'on y était allé 2 fois, et je lui ai dit qu'elle était très belle. Et elle s'est déshabillée, elle m'a donné ses vêtements. Voilà, que j'ai mis, que j'ai toujours. Voilà. Tu vois les photos derrière sur le mur? Donc ces photos, c'est les photos de chaque enfant qui était marié, des photos des mariages. Et là, on voit cette photo-là, il y a Xavier avec son frère. C'est un montage qu'ils ont fait avec les photos qu'ils ont reçues, que j'envoyais tous les ans au comité populaire, puisqu'on est tenu d'envoyer tous les ans au comité populaire des informations sur l'enfant, ce que j'ai fait jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, ils avaient fait un montage. Et c'est ce que je disais à mon fils. Je lui dis, tu vois, des fois, quand il se disait, bon, j'ai été abandonnée comme une vieille chaussette, je dis, mais non, regarde, tu es intégré à la famille, tu es aussi sur le mur, tu vois, avec toutes les photos. C'est quand même important, parce qu'il est intégré dans la fratrie. Alors ça, c'est quand on est reparti. Quand on est reparti, voilà, ça te donne une idée de tous les gens qui nous attendaient, en fait, le départ, tout le monde qui nous dit au revoir. Là, c'est moi avec la grand-mère qui est extraordinaire. Ça, c'est la mère de la mère, qui était une chanteuse populaire, qui chantait dans des bals, dans des fêtes, tout ça, qui était super. Voilà, là, tu vois, on voit vraiment, ça, c'est toutes les retrouvailles. On voit la maman avec moi, tu vois, me tienne la main. Voilà, on voit bien que tout le monde pleure, tout le monde est très ému. Xavier est un peu ailleurs, là, tu vois. La maman qui, à un moment donné, s'est évanouie, il a fallu la transporter derrière. C'était compliqué, émotionnellement. Aller quand même à la rencontre des parents de ton enfant, c'est rare, quoi. Mais c'est fort, c'est très, très fort. Et elle, quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait comme cadeau, elle a dit « Mon plus grand cadeau sera de revoir mon enfant ». Alors, maman? Ça va? Ouais. Aujourd'hui, j'ai fait le truc en anglais. Et après, je descends jeudi à Ajaccio pour retourner à l'alternance. Parce que j'ai une réunion avec eux. Ah oui, parce que c'est ce que tu avais demandé à ta prof, du coup. Ouais, c'est ça. Elle Ah m'a oui. dit oui, du coup. Ah, mais c'est bien. Tu fais quoi? Tu fais les briques, là? Ouais, je te fais des briques. Tu as un petit repas demain. On mange à quelle heure? Comment? On mange à quelle heure? Ben nous, on va pas manger ça, c'est pour toi demain, ça. Hmm. On va commander des pizzas. Ça va. Tout à l'heure, ça, tu le manges. Ça, tu l'emmènes demain. Ouais, ça va. Quand tu pars, tu l'emmènes. Hmm. Tu prendras des clémentines aussi. Tu en as encore? Beaucoup? Ben, regarde. Celles qu'on n'aura pas mangées ce soir, tu les embarques. Ouais, ça va. Hein? Ouais, Ça te va? ça va. Tu me dis pourquoi t'en manges? Tu me dis quand on mange. Ouais. Ça va, je Ah oui. te dis, Zouzou. Par rapport à maman,
je pense, à un moment donné, de la colère, de oui, pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle m'a arraché à ma famille. Et cette colère, elle se répercutait, donc, notamment au niveau du travail, comme je l'ai dit, sur toi, sur des objets, voilà. Mais cette colère, au fur et à mesure des années, et notamment en allant voir mes parents biologiques, j'ai réussi à la canaliser et à vivre avec, enfin vivre avec entre guillemets, mais en acceptant qui je suis. J'ai voulu faire cette démarche pour savoir qui j'étais, rencontrer ceux qui étaient mes parents biologiques à la base, pour leur parler, savoir pourquoi en fait ils ont fait cette démarche de me mettre à l'orphelinat et de me donner à une autre famille. Et oui, j'ai voulu que ma mère soit là parce que au final, ma mère c'est ma mère et voilà. Ma mère biologique, certes, elle m'a donné la vie, mais maman, elle m'a tout appris en fait. Et alors que ma mère biologique m'a rien appris, elle m'a juste donné la vie. Après, les gens pourront dire que oui, donner la vie, c'est le plus beau, la plus belle des choses. Mais je pense qu'il faut relativiser, c'est-à-dire qu'on peut donner la vie, et quand on donne la vie à quelqu'un et qu'on ne fait pas le reste après, ben, ça vaut rien en fait. Quand on est arrivé au village où ils habitent, c'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de monde. Et il y avait, on va dire, tout le village. De suite, il y a ma mère biologique et ma grand-mère biologique qui m'ont sauté dans les bras. Du coup, ça m'a mis quelque part un frein à poser des questions. Après, du coup, j'ai eu quand même un entretien donc, avec ma mère biologique et mon père biologique. J'ai été content de savoir pourquoi ils m'avaient abandonné. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient pas assez de riz pour me nourrir. Ils ont voulu me donner cette chance de partir dans un pays meilleur, notamment la France. Enfin, je ne sais pas s'ils savaient où j'allais partir. Non, mais ils savaient que c'était possible que ce soit à l'international. C'est ça. J'ai eu les réponses, certaines réponses que je voulais, mais pas toutes. Comme j'ai pas de père actuellement, je pense que tu n'en auras pas ces jours-ci. Voilà. En fait, j'ai remarqué quand même que ma mère biologique se mettait beaucoup en avant et voulait, elle, beaucoup de réponses. Enfin, que je pose des questions, que je lui réponde, et j'avais pas eu ce temps de parole avec mon père seul à seul. Elle a toujours voulu être présente dans notre entrevue. Et ça, je le regrette beaucoup. J'aurais voulu lui poser des questions, par exemple, tu as eu 4 enfants, donc avec moi, tu en as gardé 3. Toi, en tant que chef de famille, comment ça se fait que tu n'as pas réussi à pouvoir en élever un autre? Mais quelque part, de ne pas avoir eu de père, mais ça m'a, je pense, il me fallait quelque part un coupable. Et pour moi, c'était lui, en fait. Mais là, maintenant, en reprenant à poser depuis ce retour, je me dis qu'ils ont fait un bon choix et que voilà, c'était pas forcément lui le chef de famille qui devait tout assumer, mais tout le monde. J'ai eu beaucoup de mal, on va dire, quand je suis revenu en France. Cette passerelle entre le Vietnam et la France, il y a eu quand même un petit moment d'adaptation par rapport à ça. C'est-à-dire qu'après, j'ai gardé un peu contact donc, avec mes frères et sœurs. Mais après, vu qu'il y a la barrière de la langue, j'ai pas voulu pousser les retrouvailles plus que ça. J'ai plus aucun contact avec ma famille biologique. En tout cas, si je refais un voyage là-bas, je demanderai qu'une chose, c'est une entrevue avec mon père biologique, et ce sera tout. Et comme ça, j'aurai clos enfin le sujet. Au final, l'abandon, c'est la plus belle démarche que puisse faire une famille pour donner la chance à une autre famille d'élever un enfant. Je suis content que ma mère ait fait cette démarche il y a 26 ans maintenant. C'est très courageux parce qu'il faut quand même une certaine force pour élever un enfant. Et elle a réussi à pallier donc, cet aspect de mère et cet aspect de père sur tous les points. C'est vrai, pour moi c'est pareil, hein. Il y a des moments compliqués, c'est vrai, et même des moments où je me suis dit que toute seule c'était difficile, toute seule,
pour mes petites épaules, mais que, bon, voilà, après, il y a eu des moments tellement magnifiques, voilà. Et il y a toujours des moments magnifiques, donc voilà. C'est ça, du coup, au final, on a vécu comme une famille normale. C'est ça. Mais quand même, tu vois, je tire mon chapeau quand même, tu as pas mal de force en toi pour... J'ai assuré. C'est ça, tu as bien assuré. Toi aussi, hein, parce que... Ouais, bon. Faut dire que toi aussi, tu as traversé des... Je suis un beau marchepied quand même. Voilà. La phase d'adoption, c'est très compliqué à intégrer parce qu'on vit finalement dans un monde qui est normé. Ben, les enfants, on les a comme nos parents nous ont eus, quoi. Et on n'imagine pas les choses autrement. Alors même si on connaît des personnes qui ont eu des enfants par adoption, c'est comme si on ne les voyait pas. Et on ne se rend même pas compte de la difficulté, de la souffrance et de la joie aussi que ça pouvait procurer. Donc il y a eu la problématique médicale qui a duré longtemps. Ensuite, on passe vers une procédure administrative qui est l'agrément. Une fois qu'on a eu notre tampon et la Marianne sur le document, on part pas. Donc là, c'est la relation avec le pays où on était supposé réaliser notre projet d'adoption. La question de quel endroit, tout le monde se la pose. Parce qu'on s'est dit, mais on va prendre un enfant, il sera forcément différent de nous. Ça se verra physiquement, la couleur de peau, les yeux, et on va le mettre dans un environnement qui est celui que l'on connaît, avec ses qualités et ses défauts, et on n'est pas en capacité de le changer, quoi. Et on va le mettre à la fois dans un environnement familial, pour lesquels on ne connaît pas nécessairement les réactions aussi. Et donc c'était très dur, ça, psychologiquement, parce que j'avais peur que ça se passe mal, non pas pour moi, mais pour elle, parce que j'imaginais un déroulé qui soit vraiment bordé de fleurs, quoi. Hein, et ça n'a pas été ça. Voilà. Ça, c'était dur. On a fait le maximum pour pouvoir la dorloter, quoi. La mettre dans du coton, peut-être un peu trop, mais en même temps, moi, ma structure mentale, c'était d'espérer que l'environnement soit comme je pouvais l'imaginer, puisse être comme je pouvais l'imaginer, c'est-à-dire avec beaucoup d'attention, d'affection et d'empathie et sans différence. Voilà. Alors, les gens qui ne sont pas de la famille, on comprend qu'il y ait des réactions qui soient malheureuses, et elle en a
Elle a essuyé quelques situations, enfin, elle a vécu quelques situations qui ont été pesantes pour elle. Et après, il y a l'entourage familial. Il n'est pas forcément comme celui qu'on aurait pu espérer, même si la vie avait été très, très favorable. Et là, c'est douloureux, mais plus personnellement, mais aussi probablement pour Mathé, hein, parce que pour moi, il aurait dû y avoir... peut-être que je me trompais, parce que moi j'idéalisais beaucoup, quoi. Hein. Il aurait dû y avoir, comment dire, l'unicité, quoi. Voilà, tout le monde porte, quoi. Tout le monde porte et tout le monde défend. Bon. Donc, je pense qu'on s'est débrouillé quand même un peu tout seul face aux difficultés du parcours de Mathé dans sa vie et sur Ajaccio principalement, quoi. Voilà. Bon. Et ça n'a pas été simple, quoi. C'est pour elle, quoi. Hein. Pour nous aussi, parce que on ne savait pas comment faire. Pour que les petits éléments de la vie, qui sont peut-être mineurs, mais parfois des choses à peine, c'est un peu comme une épine d'oursin dans le pied, c'est rien, quoi. C'est tout petit, mais ça empêche de marcher, quoi. Et c'est très douloureux aussi. Alors, dans la vie, je pense que c'est un peu pareil, quoi. Hein. Il suffit qu'il y ait une parole mal placée, et du coup, c'est une blessure à vie, quoi. Que n'importe qui peut avoir dans sa vie, quoi, qu'on soit adopté ou pas, mais qui plus est quand on est adopté et où la différence se voit sur la figure. L'école, c'est une arène. C'est le combat des gladiateurs, quoi. Hein. Déjà, on est tous passés par cette étape de la vie, et on le sait que pour des enfants, n'importe lesquels, c'était pas simple, quoi. Hein. C'était vraiment, ils étaient au centre du combat, quoi. Hein. Et les enfants, parfois, sont très méchants, quoi. Mais le problème, c'est qu'ils sont méchants parce que c'est pas de nature méchante. C'est comment est l'environnement. Voilà, donc il y a eu des moments douloureux et aujourd'hui, Mathé, son parcours, je pense qu'elle avait envie de s'échapper un peu, quoi. Voilà. Et pour moi, qui aurait bien voulu, mais parce que c'est une mauvaise idée, hein, mais c'est un formatage qui est pas bon. Donc il faut que j'arrive à changer. Mais qui aurait voulu qu'elle soit épanouie, pleinement épanouie ici, parce que moi j'adore mon pays, j'adore aussi ma culture, mais il y a des gens qui sont bien, des gens qui ne sont pas bien dans n'importe quel milieu. C'est un peu plus dilué là où il y a un peu plus de monde, mais essayer de voir le côté positif. Mais donc du coup, il fallait qu'elle sorte un peu de cet environnement pour guérir de ses blessures du passé, de son adolescence et peut-être de sa phase de pré-adulte, quoi. Voilà. Voilà, donc des choses plaisantes, beaucoup de satisfaction, parce qu'on avait un enfant. D'accord ? Parce que ni Josiane ni moi, on s'imaginait ne pas avoir d'enfant. J'admire ceux qui décident en conscience de ne pas en avoir, même si je ne les comprends pas. Voilà. Parce que pour moi, je ne pouvais pas imaginer de ne pas avoir d'enfant, quoi. S'il fallait recommencer, je recommencerais. Et si je pouvais recommencer, je corrigerais, bien entendu, tout ce qui n'était pas bon pour elle. Voilà. Et pour nous, du coup, aussi. Voilà. Ça, c'est sûr. Voilà. Enfant du monde, tout simplement. Et c'est comme ça qu'il faut que j'arrive à voir les choses, quoi. Je pense aux origines de Mathé presque tous les jours. J'y pense lorsqu'elle est là, avec moi et que je la regarde, et puis lorsqu'elle n'est pas là. Je sais que c'est une aventure exceptionnelle. Voilà. Et très souvent,
Quand elle était toute bébé, par exemple, les gens disaient « Ah, vous avez fait une heureuse, etc. » Et, bon, en réalité, nous, on répondait tout le temps à ce moment-là, pour l'instant, c'est elle qui fait 2 heureux et on espère que nous, on la rendra heureuse, mais comme n'importe quel parent. Mathéa, elle est arrivée très petite. Elle a été tout de suite considérée comme notre enfant à part entière par nos amis, à l'école, etc. À tel point que je pense que parfois, les gens oublient qu'elle vient de si loin. Et je trouve que c'est quand même dommage, parce que ce sont des enfants qui ont une histoire qui les impactera tout au long de leur vie. Et c'est pour ça que je pense que c'est une histoire qui leur appartient encore plus qu'à nous. Et c'est pour ça que nous, on a toujours dit à Mathé, tu fais comme tu veux. Tu as envie de partir à la recherche de tes parents biologiques, et je dis sciemment de tes parents et pas de ta mère, parce que souvent on dit ta mère, etc. Mais il n'y a pas que la mère, il y a un père, c'est normal. Mais elle le fera si elle veut, elle le fera avec nous si elle veut, sans nous si elle veut, elle fera comme si elle ne veut pas, elle ira pas. En tout cas, nous, on lui a dit que tout ce qu'on savait, on pouvait lui en faire part à sa demande. Après, on est là pour l'accompagner si elle le souhaite. Si elle ne le souhaite pas, il faudra qu'on comprenne qu'il faut qu'on s'efface. Et que ce ne sera pas contre nous, mais ce sera pour son histoire. Et j'y pense souvent parce que je me dis c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est quelque chose qui les construit. C'est-à-dire qu'on peut tous se poser la question à un moment donné en disant d'où je viens. Et on se la pose souvent. Nous, on est attachés à nos origines, à notre culture, à nos familles, à nos traditions, etc. Là, c'est difficile. Il faut se construire doublement. Il faut se construire par rapport à la famille dans laquelle on arrive, qu'on aime, qui l'aime aussi. Mais malgré tout, on ne peut pas se détacher, quand bien même on a été adopté à 18 jours, de tout un passé, y compris intra-utérin, qui a résonné dans sa tête, quoi. C'est un fœtus et un tout petit bébé qui a entendu une autre langue, qui est baigné dans un autre univers et qui a été, au bout d'un mois, transporté à l'autre bout du monde pour rentrer dans un autre monde, avec des parents aimants, bien sûr, mais malgré tout avec un passé, si petit soit-il. Et il ne faut pas l'occulter, ce passé. Chaque enfant adopté le vit à sa manière, avec parfois des traumatismes, parfois avec joie, parfois avec bonheur. Parfois, il y a des enfants qui ressentent pas du tout le besoin de se retourner vers leurs origines. Je pense qu'il faut tout respecter et tout accompagner avec de l'amour. L'essentiel, je pense, c'est qu'elle voit que l'accompagnement qu'on lui apporte, il est rempli d'amour et qu'on est là, si elle le souhaite, si elle ressent le besoin. Et qu'il faudra qu'on s'efface, si elle veut qu'on s'efface. Il ne s'agit pas de nous faire plaisir ou de nous décevoir. Il s'agit de s'épanouir pleinement. Souvenir du Vietnam 2011. 2011, les 13 ans de Mathéa. C'est le deuxième voyage. Ouais. Oui, c'est ça. Avec le bureau d'Ho Chi Minh, là. Ouais. À l'école. Ouais. Bah là, tu vois, ça m'a fait un peu... J'étais un peu chose. Oui, je me rappelle, ouais. Tu m'avais dit que ça t'avait un peu travaillé, tout ça. Oh, et ça? Qu'est-ce que c'est? Oh, on avait rigolé. Hein. Oui. Et un savant, on a eu la chance, il nous a pas fait tomber dans l'eau, il aurait pu. Hein. Ouais. Là, la bière était bonne. Hein. Ça, c'était la rivière des parfums, tu te rappelles? Oui. Oui, l'éléphant, c'est vrai. On avait fait la balade et tout. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le reste de la photo. C'est moi, je sais pas où. Ah oui, perché. Qui fait la balade en éléphant. Le Parti communiste, ouais. Les affiches de propagande. Mimi, tant qu'on en a mangé. Au petit déjeuner. C'était trop bien. Pas. Ah ouais. Non, c'était mac. Manger la soupe petit-déj, hein. Là, c'est les enfants qui rentraient de l'école. C'était bien, hein. C'est apaisant, c'est paisible. Et là, tu te rappelles? C'était là où il y avait le marché, où on avait mangé la crêpe. Ouais. Et il y avait le petit garçon après qui m'avait parlé. Ouais, c'est ça. Et là, on avait fait Où est Charlie? Tu l'as vu, Charlie? Oui, c'est vrai, on est là. On est là. Ouais, c'est vrai. C'est à Da Nang, ça. Là, ça, c'est la gare d'Ho Chi Minh Ville. Oh là là.
Et c'est là où on a oui, pêché. voilà, on avait pêché ici, ouais. C'est le soir où papa, il a mangé... On a mangé le serpent. Ouais, toi du serpent et Vous, lui les- du rat. le Moi, rat. j'en ai mangé ni l'un ni l'autre. Milou, à la plage. Je me souviens de son maillot. Ouais, je sais plus où c'était, ça. C'était à la Toque de Belle-Île, au sud. Aux îles Cham. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Je crois. On est retourné 2 fois au Vietnam avec elle. On est retourné pour ses 10 ans. On en avait parlé avec elle. On lui avait demandé si elle voulait faire un grand voyage. Et on avait choisi le Vietnam. Est-ce que c'était bien? Et elle a été... dans mes souvenirs, elle a été enthousiaste au départ. Là-bas, on a pensé que tout s'était super bien passé. Au retour, on a compris que ça l'avait quand même un petit peu déstabilisée. Elle voyait pour la première fois une population qui était plus près d'elle que la population qu'elle voyait ici en Corse. Et c'est là qu'elle a très certainement compris qu'il y avait quand même beaucoup de différences dans son histoire. Allez, l'essentiel est fait. Hein. Il est sur la table. Ah, tu l'as mis à table? Ouais, sur la table. C'est ici, non? Ben nous, hein. Voilà, hein. Un peu nous. Voilà. Je sais? Oui, allez. Allez. Ça, ouais. On trinque? Allez, on trinque. Allez, dans les yeux. Dans les yeux. Il est bon. Hein? Ça, c'est vrai. Ouais, une bonne sieste après. Hein. On n'imagine pas à quel point ça bouleverse une vie. Vraiment. Un enfant, ça bouleverse une vie. Une adoption, ça bouleverse encore plus. Ça bouleverse tout. Ça bouleverse les certitudes, ça bouleverse les croyances, ça bouleverse... c'est aussi un aboutissement parce que c'est des démarches qui font douter, qui font s'interroger. Ça soude aussi le couple. Même si parfois c'est difficile, mais rien, tout est combat. Tout est combat. Du début de l'annonce, enfin de la découverte de la difficulté d'avoir un enfant biologique, avec toutes les étapes médicales, l'envie d'un enfant et le recours à l'adoption, les démarches administratives, les doutes, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, rien n'a marché jusque-là, donc ça va pas marcher ça non plus. Et puis l'arrivée d'un bébé, je veux dire, nous, on a été plus que gâtés, quoi. On a eu une merveille. Donc on a été gâtés au-delà de ce qu'on aurait pu faire nous-mêmes. Moi, je la trouve magnifique. Et quand elle était petite et que les gens disaient « Mais comme elle est belle, comme elle est belle !» Je dis « Oui, oui, c'est vrai, elle est très belle. Et puis de toute façon, comme j'y suis pour rien, je peux le dire sans réserve, elle est magnifique. » Voilà. Je me suis toujours demandé qui était ma maman biologique et pour quelle raison, en fait, j'avais été laissée. Et ça, on ne sait pas, en fait. Et je pense que c'est ce côté-là, ce grand point d'interrogation qui est assez blessant, on ne sait pas, en fait, pourquoi. Commencer la vie avec un grand pourquoi, c'est assez difficile, en fait. Hein. Il y a 18 jours, et même après les 9 mois avant, quand j'étais dans le ventre de ma mère biologique, où il n'y a pas de réponse. C'est comme si on commence, je ne sais pas, quelque chose, comme si on commence un tricot, mais à la moitié. Mais il manque toutes les bases, en fait. Donc c'est ça qui est un peu difficile pour certains, de ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'on a vraiment ce besoin un peu d'avoir des réponses. De savoir pourquoi est-ce qu'on a été laissé, dans quelles conditions, dans quelle situation était ma mère biologique. Est-ce qu'elle va bien aussi? Qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qu'elle faisait comme métier? C'est vrai que c'est plein de petites questions comme ça qui viennent. Et aussi, est-ce que par exemple, je pourrais avoir des frères et sœurs?
parce que là je suis unique, mais c'est vrai que autant je peux avoir à l'autre bout du monde des frères et sœurs, mais je le sais même pas. Mes parents m'ont toujours encouragée, surtout maman, parce que papa il est plus dans la réserve. Mais maman m'a toujours dit, en tout cas, si tu as envie de trouver ta mère biologique, on sera toujours là pour t'épauler, toujours là pour t'aider, parce que c'est une partie de ton histoire et c'est important. Mais j'en parle plus facilement avec ma mère qu'avec papa, parce que je sais qu'avec papa, c'est quelque chose qui peut le toucher, parce qu'il a peur après de ne pas être suffisant, en fait. Alors que si, en fait, je l'aime énormément. Et ma mère aussi, mais c'est juste que c'est plus facile d'en discuter avec maman pour lui dire que j'ai envie de retrouver ma maman biologique, parce que j'en ai besoin. Lui, après, il pense que c'est parce que j'ai pas assez d'amour ou qu'il me manque quelque chose. Mais bon, après, voilà, ça papa poule, hein. Mais c'est vrai que ouais, ça fait un petit peu peur de se dire que il puisse être contrarié, parce que peut-être ils peuvent se dire mince, on a loupé quelque chose, alors qu'en fait pas du tout, hein, mais il y a toujours un peu de retenue, c'est vrai. C'est important en fait de prendre conscience du fait qu'on va adopter un enfant, surtout s'il est d'une origine différente. C'est de réussir quand même à lui dire aussi, de réussir à vivre avec cette pluri-identité en fait, parce qu'il est à la fois d'un pays et en même temps il a mené dans un autre. Et parfois on peut aussi souffrir un peu de racisme et on n'est pas préparé à ça. J'avais fait un moment un article en fait pour Le Parisien, c'était 20 ans après la mort du préfet Erignac, et j'avais raconté, j'avais un journaliste qui m'avait interviewé et qui m'avait demandé en fait quel était mon ressenti par rapport à la chose. Et du coup moi j'avais expliqué un petit peu que moi je me sentais très corse, même si après j'avais des origines vietnamiennes. Et j'avais partagé ça sur Facebook, et je sais pas comment, mais un type avait réussi à me retrouver et avait commencé à écrire que pour les Corses, je serais jamais reconnue comme une Corse, que je serais toujours vue comme une Chinoise, une touriste en arrivant au village. Ça avait été dur, j'avais demandé à ma mère mes papiers du coup, d'adoption, et le terme abandon, j'avais jamais mis ce mot en fait, et ça a été dur, ouais. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir un nom corse, un prénom corse, et aussi d'avoir été dans une classe bilingue. Je pense que ça va beaucoup aider. Parce que c'est vrai que des fois, on ne sait pas trop où est-ce qu'on est. On a l'impression d'être un peu entre deux mondes. On a l'impression d'être devant la porte d'une porte et on est sur le palier et on ne sait pas s'il faut rester sur le palier ou rentrer et passer la porte, parce qu'on a l'impression qu'on est un peu coincé, on ne sait jamais trop où se situer. Donc je pense que oui, une fois que j'aurais eu ces réponses, peut-être que ça ira mieux. Après, autant je me trompe, hein. Mais je pense que oui, au fond, il y a un peu une question, on se pose la question de qui on est. On grandit un peu dans un univers, mais qui est complètement différent de là où on provient, avec d'autres langues, d'autres cultures. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui peut être un peu compliqué pour certains de comprendre, en fait. Ça, on démarre la vie avec une petite difficulté en plus, voilà. Et je pense que c'est ça qui, parfois, peut un peu surprendre les gens, parce que on commence la vie avec une blessure qui est l'abandon. Et ça, c'est pas facile. Je pense pas avoir été en colère. Par contre, je pense avoir été plutôt triste. Et j'essaye de trouver un bon mot en fait pour définir ça. Je dirais toujours un peu genre quelque chose comme inquiète, quelque chose comme le fait aussi d'avoir l'impression de jamais être à la hauteur. Ça peut être aussi quelque chose qu'on peut retrouver chez certains adoptés, je dis pas chez tous, hein, mais avoir l'impression de jamais être à la hauteur pour ses parents adoptifs. Ouais, ça c'est quelque chose
qui parfois peut ressortir un petit peu. De pas mériter en fait d'avoir été adopté. C'est pas facile et je pense que les enfants adoptés, en tout cas, on a beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de courage, oui. Pour s'accepter, pour grandir aussi. Parce qu'on démarre la vie avec des petites difficultés déjà. Mais on s'en sort. Bonjour Val. D'aussi loin, je me souviens, nous habitions une région à côté de Da Nang, dans un petit village de pêcheurs, et nous habitions dans une maison sur pilotis, tout au bord de la rivière. Donc j'habitais avec ma mère, mon père et mes frères et sœurs. Nous étions une famille assez pauvre, donc à la sortie de la guerre, c'était assez difficile pour mes parents. Nous étions 8. Donc, je suis la dernière de 8. Au-dessus de moi, il y a 3 garçons et au-dessus, il y a 4 filles. Et avec mes frères, on se disputait l'affection de ma mère. Donc, on dormait. Donc, c'était une maison sur pilotis et au rez-de-chaussée, il y avait la cuisine et au-dessus, il y avait le dortoir. Donc, ma mère, elle dormait dans un coin et et mes frères dormaient à côté. Moi, je me faufilais toujours pour être dans les bras de ma mère. Donc ensuite, ma mère, elle est décédée parce qu'il y a eu un accident et elle est morte à cause d'un monsieur qui était alcoolisé. Et j'étais avec elle ce jour-là. J'avais 3 ans et il y a un monsieur qui vient, qui avait assez bu, je crois, et qui vient et qui violente ma mère. Et ma mère, elle tombe en arrière, elle tombe la tête la première. Puis il y a des gens du village qui sont venus et qui l'ont secourue, mais bon, ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient rien faire. Et pour moi, ma mère, elle est morte à ce moment-là. Mais en fait, elle n'est pas morte à ce moment-là, elle est morte 2 ans après, parce que par manque de soins, parce qu'on était assez pauvres, donc on ne pouvait pas se payer l'hôpital et l'hospitalisation. Donc elle avait fait une hémorragie cérébrale qui l'a handicapée jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, elle ne pouvait plus bouger. Après, mon père, eh bien, il a essayé du mieux qu'il pouvait, mais avec 8 enfants, c'était un peu difficile. On a dû déménager dans un village plus proche. Et ensuite, ma sœur aînée, elle avait réussi à faire des relations donc, dans les foyers, dans les orphelinats de Da Nang, une ville à côté de l'endroit où nous habitions. Et elle nous a fait venir. D'abord mes frères et puis moi. Moi, je devais aller que pour 2 étés pour pouvoir manger et être logée. Et c'est à ce moment-là, donc à la fin, vers la fin, eh bien, c'est à ce moment-là que ma mère est arrivée, donc de Corse. Et c'était étrange parce que elle s'était pas prévu qu'elle vienne dans cette maison-là. Elle devait adopter dans des orphelinats. Et nous, c'était pas vraiment des orphelinats, c'était des associations d'enfants de rue.
qui recueillait les enfants voilà, qui n'ont plus de famille, qui ont des familles mais ne pouvaient pas s'en occuper, etc. Et donc elle avait visité là et elle a eu le coup de foudre pour moi. Mais je n'étais pas une enfant adoptable parce que je n'avais pas eu d'abandon. Donc mon père ne voulait pas que je sois adoptée. Il ne voulait absolument pas que je sois adoptée parce que petite, quand je suis née, il y a... juste au début, juste avant que le Vietnam s'ouvre au monde, eh bien, il y a un couple d'Américains qui sont venus, qui ont croisé ma mère, qui m'ont vue et qui ont voulu m'adopter contre une somme qui était assez importante à cette époque, une somme d'argent. Et ma mère a dit, elle a refusé. Elle a dit non, si ma fille doit mourir, je mourrai avec elle. Donc mon père, en souvenir de ça, il ne voulait pas que je parte loin de la famille. Donc normalement, ça devait s'arrêter là, mais ma grande sœur, en cachette, a signé les papiers d'abandon et a signé les papiers de l'adoption. La rencontre avec ma mère, ça a été fantastique. Elle a été adorable. Elle m'a fait découvrir plein de choses. Moi qui connaissais ni l'électricité, ni l'eau potable, ni l'eau courante. Elle m'a tout appris. Elle m'a amenée avec elle à l'hôtel. Donc au départ, je croyais qu'on habiterait toute notre vie à l'hôtel. Et après, nous sommes venus en France. Nous sommes venus en Corse. Ce qui m'a frappée, c'était le froid. Un froid glacial. C'était le mois de novembre que je suis arrivée. Je suis arrivée le 1er novembre 1996. Après, donc je me suis adaptée à la vie ici. Et j'ai compris qu'il fallait que je fasse la part entre ma vie d'avant et ma vie de maintenant. Et je me suis accrochée à cette vie-là de maintenant. Je me suis intégrée. Je voulais absolument m'intégrer et oublier le Vietnam. Donc à ce moment-là, tout ce qui était en rapport avec le Vietnam, ça me faisait tellement mal que je ne voulais pas du tout en parler. Mais je ne le montrais pas parce que ma mère a été un moment extraordinaire avec moi et je voulais la protéger parce qu'elle m'aimait énormément, ma mère. Elle a tellement voulu de moi, elle a tellement voulu un enfant que... même si je lui versais une larme, elle était toute catastrophée, elle était toute triste, elle se mettait dans tous ses états. Alors, je n'ai jamais parlé à ma mère de mon histoire. Elle ne connaît pas mon histoire, elle n'a jamais connue. Parce que je voulais la protéger. À ce moment-là, je pense que nous avons fait un pacte tacite, enfin non dit, mais dire que notre vie commençait l'une avec l'autre. Voilà. Parce que de la vie de ma mère, je ne connais absolument rien avant moi. Elle n'a jamais voulu me raconter. Pourtant, j'ai demandé, mais elle a dit non, moi, ma vie a commencé avec toi. Et ça a été ça pour moi aussi. Ma vie a commencé avec elle. De mon enfance, je garde de très bons souvenirs au Vietnam aussi. Parce que j'étais très, très aimée par mes parents, par mes frères et sœurs. Et j'ai toujours été protégée. Je n'ai pas ressenti la misère, même si nous mangeons très rarement à notre faim. Après, c'est vrai que être avec 7 frères et sœurs et se retrouver du jour au lendemain toute seule, ça a été très compliqué. Parce que j'avais plus personne, j'avais plus de repères, je connaissais rien à la vie d'ici. Mais j'ai voulu absolument m'adapter, donc j'ai parlé le français au bout de 3 mois. J'ai sauté des classes et j'ai essayé de rattraper le retard que j'ai pu rattraper avec les élèves d'ici. J'avais pas le choix finalement, je devais avancer coûte que coûte. Soit je pensais à ma famille au Vietnam et je me rendais triste et je rendais aussi triste ma mère. Et je voulais pas qu'elle soit triste pour moi ou à cause de moi. Je voulais qu'elle soit heureuse et je voulais que tout se passe bien.
Et il fallait que je m'adapte parce qu'il fallait que un jour, mon père me disait un jour tu reviendras et un jour tu aideras ta famille. Et je savais que c'était une chance pour moi d'aller à l'école, c'était une chance pour moi d'apprendre. Et donc il fallait que je fasse à la fois honneur à ma mère et honneur à ma famille au Vietnam. Par rapport aux autres élèves de ma classe, je n'ai jamais voulu sentir la différence. Je crois que c'est ça. J'ai voulu tellement être là, être présente, que je n'ai moi-même pas senti ma différence. Par exemple, je raconte souvent, ça fait rire, mais je me vois dans un miroir, je ne me vois pas asiatique. Je ne vois pas mes yeux bridés. Je ne me vois pas petite d'ailleurs non plus. Je ne me vois ni mince, ni... non, je me regarde, mais par contre, quand je rencontre un Asiatique dans la rue, je sais que c'est un Asiatique. Mais moi, je ne me reconnais pas en tant qu'Asiatique. Finalement, me jeter dans l'adaptation, dans l'intégration avec les autres, avec les autres enfants, ça a été aussi un moteur pour ne pas penser au Vietnam, ne pas penser à mes frères et sœurs, ne pas penser que moi j'ai la chance et que moi je suis loin et que peut-être que je ne reverrai plus jamais. Pendant 7 ans, je n'ai eu plus de nouvelles de ma famille. Et donc, cette lettre est venue me rappeler que j'avais de la famille au Vietnam. Ma sœur avait souvent écrit à ma mère, mais ma mère n'a jamais voulu me donner les lettres. Petite sœur Van, aujourd'hui, il y a Boran qui part en France et j'en profite pour t'écrire cette lettre. Je suis ta grande sœur, Van. Est-ce que tu te rappelles encore de ta famille au Vietnam? Ici, papa et tous tes frères et sœurs pensent beaucoup à toi. Pratiquement depuis que tu es parti en 1996 jusqu'à aujourd'hui, la famille n'a reçu aucune de tes nouvelles et nous sommes tristes et nous inquiétons beaucoup pour toi. Est-ce que vous vous portez bien, toi et la famille de ta maman? Dans quelle classe es-tu cette année? Est-ce que tu es triste parce que notre famille t'a laissé partir dans ta famille d'adoption, petite sœur Van? Tous tes frères et sœurs se portent bien. Il n'y a que papa qui devient de plus en plus vieux et de plus en plus fatigué. Papa pense beaucoup à toi et ça lui fait de la peine. J'ai bien peur qu'il ne vivra plus suffisamment longtemps pour pouvoir te rencontrer une dernière fois, car en ce moment, il est très malade. Aujourd'hui, notre famille a sa maison à Da Nang. Aussi, papa est venu habiter avec moi. Tes sœurs, Chiu Vung Ven, sont mariées et ont des enfants. Quant à moi, Van, pas encore. J'ai voulu devenir coiffeuse et je suis en train de continuer des études. Je voudrais t'écrire encore plus, mais je ne sais pas si tu sais lire le vietnamien ou pas. Van, nous espérons tous que tu puisses lire cette lettre et que tu puisses me répondre. Je pense à toi et m'inquiète beaucoup. Je t'ai beaucoup écrit ces dernières années, mais je suis restée toujours sans nouvelles. J'arrête ici ma lettre et j'espère qu'un jour, nous te reverrons, ta grande sœur Van. Voilà. C'était la première lettre. Donc, c'est un monsieur qui me l'a donné. Enfin, elle l'avait donné à Boran. Boran l'avait donné à quelqu'un qui habitait en Corse. Et cette personne a donné à une autre personne pour me la remettre. Et ça a été... franchement, ça m'a énormément chamboulée. J'ai attendu longtemps pour réaliser que j'avais ma famille qui m'attendait là-bas. C'est le passé qui rattrape. Tout à coup,
La vie me rappelle que j'avais une famille nombreuse, alors que moi, j'ai été élevée comme une fille unique. J'ai eu une réaction assez distante, parce qu'il fallait que ma mère ne voie pas, qu'elle ne remette pas en question mon éducation ou l'amour qu'elle m'a donné. Mais j'ai eu le besoin, tout de même, de savoir ce qu'ils sont vraiment devenus, de voir mon père, parce qu'il était âgé. Et c'est à ce moment-là que j'ai demandé à ma mère si on pouvait partir au Vietnam. Et 3 ans après, je partais avec ma mère. Mais là aussi, le fait de partir avec ma mère, j'étais prête à revoir en fait ma famille, mais j'étais pas prête à partir avec ma mère revoir ma famille. C'était quelque chose de tout à fait différent parce que ça ne m'appartenait plus. Ce retrouvaille, c'était beaucoup de pudeur parce que je voulais pas que ma mère... Parce que ma mère, elle craignait tellement que je ne veuille pas rentrer, que je veuille rester au Vietnam avec ma famille, que je dise non, mais je suis plus heureuse au Vietnam et je voudrais plus revenir avec toi. Elle avait tellement peur qu'elle avait besoin de m'accompagner. Donc nous sommes allés et j'ai retrouvé mon père, j'ai retrouvé mes frères et sœurs. Il y a eu beaucoup de pleurs, mais moi, je n'ai pas pleuré. Je ne voulais pas pleurer. Et un jour, je suis allée dans la maison où ils avaient construit à Da Nang, dont ils me parlaient dans les lettres. Ils avaient mis la radio et il y avait cette chanson qui passait. Et les chansons vietnamiennes, elles sont très caractéristiques, sont des chansons assez tristes et avec une musique très mélancolique. Et j'ai pleuré et je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. Mais c'était sans ma mère. Voilà. Parce qu'il ne fallait pas. Fallait pas qu'elle me voie triste. Parce que je voulais pas qu'elle soit triste à cause de moi. Et mon père était très pudique aussi. Il ne m'a pas montré sa tristesse, ni sa joie de me retrouver. Il était là, il me regardait. Il me regardait, il me touchait, il me disait que j'étais maigre, que j'étais petite. Il croyait tous que j'allais mesurer 1m80, 70 kilos. Ils étaient très étonnés de me voir si petite, plus petite qu'eux, plus maigre qu'eux. Donc ils s'inquiétaient de me voir aussi maigre. Ils disaient que je mangeais pas bien, qu'ils avaient peur que ma mère me nourrisse pas bien. Mais en fait, c'est le fait que je sois petite et que je sois la plus petite de la famille, que je sois la plus maigre de la famille, avec des tout petits pieds, c'est parce que j'ai pas voulu grandir. J'ai pas voulu grandir pour pouvoir être reconnue par mes frères et sœurs plus tard. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut que tu grandisses pas trop, il faut que tu te développes pas trop, et à ce moment-là, ta famille pourra te reconnaître. Mais là, je suis là. Alors, il y a ma grande sœur, Chiu, Vang, celle qui m'a écrit, la première à m'avoir écrit, Vương, et mon autre sœur, qui est à Saigon, qui n'est pas là. Donc là, je me rappelle, on était allés à la plage, parce qu'au Vietnam, en fait, on ne se baigne pas en bikini, mais on se baigne en pyjama. Donc on y va en pyjama et on plonge dans la mer. Mon frère Vi, sa femme, mon frère Vien, sa femme et leur fils, la belle-sœur de Vi, donc la sœur de B, les enfants de Vi. Alors, elle, c'est la petite fille de ma grande sœur, Van, et sa petite sœur. Ces deux sont les enfants de ma sœur, Vương. Et elle, c'est la petite fille de Chiu. Voilà.
après avoir fait le voyage, j'ai eu le besoin de refaire un voyage, moi, toute seule. Donc, 4 ans après, je suis partie, donc en 2010, je suis partie toute seule au Vietnam, où là, j'ai pu faire mon retour. Ensuite, donc, j'ai renouvelé avec mes frères et sœurs. Je suis reçue comme une reine, comme à chaque fois, mais j'ai fait la part des choses avec mon passé, parce que ce passé-là, je ne l'ai plus. Parce que le lien avec mes frères et sœurs n'est plus le même. Parce qu'il y a un fossé entre nous. Il y a un fossé culturel. Il y a un fossé aussi parce qu'on n'a pas vécu ensemble. Et à un moment donné, j'ai envié mes frères d'être restés là-bas, d'être toujours proches. Parce que ma famille est très soudée. Ma famille, ils habitent tous ensemble. Quand j'y allais, que j'ai rencontré mes neveux et nièces et que les neveux et nièces étaient plus à l'aise avec les voisins qu'avec moi, ça m'a fait mal. Mais je l'ai accepté. Je veux dire, je ne peux pas faire autrement. On ne peut pas... finalement, je prends ce que la vie me donne, ce qu'on me donne, voilà, mais le fossé est énorme entre nous. Mais l'amour est là. Après mon départ, c'était la première fois que je voyais mon père pleurer à l'aéroport. Parce qu'il était triste que sa dernière parte. Mais il savait que ma sœur avait fait le bon choix. Il savait qu'il fallait un meilleur avenir pour moi. Et je pense qu'il avait peur aussi, quand je suis revenue, que je lui en veuille de m'avoir laissé partir. Donc notre relation par la suite a été un peu distante, mais pas sans amour, mais dans la pudeur. Donc au décès de mon père, j'étais triste, bien sûr, mais je n'ai pas trop montré. Et je pense que ma philosophie des choses fait que ce n'est pas la fin, ce n'est pas parce qu'il n'est plus là que je ne pense plus à lui ou parce qu'il n'existe plus dans ma vie. Et pareil, quand ma mère, elle est partie cette année, donc moi j'ai accompagné ma mère, elle était malade. Donc quand elle est partie, c'était bien sûr soudain aussi, mais j'ai pas pleuré parce que il fallait avancer. On s'est énormément aimés. Ma mère, j'étais tout pour elle. J'étais son bonheur et finalement moi, être consciente de ça, ça a été difficile à gérer aussi par moments. Parce que être la source de bonheur de quelqu'un, c'est à la fois beau, mais c'est une tâche extrêmement difficile. Et j'ai grandi énormément dans la volonté pas de faire plaisir à ma mère, mais d'avoir son approbation. Dans tout ce que je faisais, il fallait qu'elle soit contente. Il fallait qu'elle soit... Sans qu'elle me l'impose, c'était moi qui me l'imposais toute seule. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue, et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Car elle me comprend. Et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème pour elle seule. Et les moiteurs de mon front blême, elle seule laissait rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse, je l'ignore.
Son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues. Et pour sa voix, lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. On me demande parfois si je me sens corse ou vietnamienne, ou je sais pas, mais je me sens ni corse ni vietnamienne. Même au Vietnam, on ne me reconnaît pas en tant que vietnamienne. Parce qu'on me voit, oui, physiquement, je ressemble à une vietnamienne, mais je n'ai pas la mentalité vietnamienne. D'ailleurs, même ça, je ne sais pas ce que ça veut dire la mentalité vietnamienne, mais ils me voient, ils voient de suite que je suis étrangère, même sans que je parle, hein, mais... et les Corses, je me justifie toujours. Oui, j'ai été adoptée par des Corses, de l'Aude, du Niol, Ié, par l'Ogours, Cabisque. Voilà. Donc, ça veut dire quoi, finalement? Ça veut dire quoi, être Corse? Est-ce qu'il y a des points à cocher? Est-ce que je suis assez... de ne pas être assez. Donc, je me suis dit, dans la vie, il y a toujours des gens qui vous diront qu'on n'est pas assez. Mais moi, je me sens à ma place partout. Parce que je suis une personne, je pense, bienveillante. Et les gens bienveillants ont leur place partout. Voilà. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire être corse. Je ne sais pas ce que ça veut dire être vietnamien. Tout ce que je sais, c'est être moi. C'est déjà beaucoup. Et avec mes défauts, mes qualités, mais je sais être moi. Est-ce que être moi, c'est être plus corse que vietnamien? Je ne sais pas. Đúng rồi. Chị vẫn khỏe không? Chị vẫn khỏe. Chị vẫn đang làm gì đó? Đang chuẩn bị đi ngủ. À, chị vẫn đi ngủ à? Ở nhà có ai? Nhà có Nga, Bình. Nơ, vui à? Nơ, vui. Vì sao có vui? Vui ở đây mà, vui làm việc ở đây. Làm việc, làm với anh Viễn à? Văn Vĩnh à? Với Vĩnh, vui làm việc với Vĩnh. Làm gì đó? Làm bánh. Chị vẫn nói gì chị vẫn? Có bố khỏe đâu. Bye bye chị Vẫn đi. Đi ngủ đi chị Vẫn. Bye bye. Alors, clore ce documentaire, c'est tout d'abord vous dire que j'ai le sentiment d'avoir moi-même vécu une aventure exceptionnelle. Car j'ai eu l'immense privilège de recueillir vos témoignages, vos sentiments et vos émotions. Merci à vous tous pour votre confiance. Merci de vous être si spontanément et généreusement livrés. Merci d'avoir, par la pertinence et l'intelligence de vos témoignages, balayé tant d'idées reçues, bousculé nos convictions et élargi nos horizons. Merci de nous avoir partagé une autre, mais si belle définition de la maternité, de la paternité, de la famille, mais aussi de l'identité. Non, mais c'est le tien.
Alors, les mots de Xavier. À l'école, à la maîtresse Frédéric qui me le raconte lorsque je viens le chercher. Moi, je suis née avec ma maman au printemps, puisque je lui ai toujours raconté qu'il était arrivé en Corse le jour du printemps et que je lui disais qu'il était ma fleur de printemps.